Bonsoir les amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Game 2021, une série inédite de 10 émissions consacrées à l'univers des jeux vidéo. 7e épisode ce soir, un épisode que j'attendais impatiemment. Car ce soir, on va parler musique, des grands musiciens aux grands orchestres, des rockstars aux compositeurs de cinéma, sans oublier le phénomène Guitar Hero. Comment la musique s'intègre-t-elle dans les jeux? Quel est son rôle? Quelle est son importance? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille notre spécialiste en la matière, Nicolas Augusto. Salut Nico. Bonsoir Gilles, tu vas bien? Écoute, je te vois en très grande forme. Ça te réussit de streamer sur Twitch, hein? Je ne sais pas si c'est ça qui me réussit, mais... Surtout qu'hier soir, tu as dû me voir dans une situation où c'est un jeu d'horreur et c'est les jeux qui me... moi, je m'implique énormément émotionnellement. Tu avais un peu les jetons, ouais. Je t'ai senti, ouais. C'est sombre, c'est très fébrile, sombre, hein. Tu t'es fait quelques frayeurs. Hein. Donc, c'est un épisode que j'attendais avec grande impatience. Alors, on l'a préparé. Cette fois, tu m'as envoyé, je crois, une douzaine de liens. J'aurais pu t'en envoyer des centaines et des centaines, mais il fallait que ce soit le plus représentatif possible, j'espère. On va dire de mon point de vue. Après, on va en parler, c'est très subjectif, hein, la qualité, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en musique. Mais au moins, je t'ai montré des sagas qu'on a déjà évoquées dans les épisodes précédents. Donc, je t'ai montré un peu leur composition, réorchestrée. Je te parlerai bien évidemment, et je vous parlerai à la communauté de la musique traditionnelle qui était faite sur synthé, qu'on appelait les musiques MIDI, et puis après qui se sont transformées en des musiques plus composées. Elles ont évolué en fonction de la technologie, en fait. L'arrivée du CD a permis d'avoir d'autres qualités, bien évidemment. Ouais, et le dernier lien, écoute, il m'a scotché, hein, c'est Death Stranding, époustouflant. Époustouflant. Je suis resté 8 minutes comme ça, j'ai même pas fait attention à la musique, tu vois. C'est un film, quoi. C'est un truc. C'est bluffant. C'est super prenant, on terminera avec ça. Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors, la musique dans le jeu vidéo. Donc, c'est vraiment c'est vraiment tout un pan en fait du jeu vidéo. Le jeu vidéo est, comme vous l'avez vu, on l'a évoqué, produit culturel ou art. Ce soir, on va plus s'attarder sur ce qu'il est en tant qu'art, dans sa forme la plus, on va dire, la plus viscérale. On a parlé effectivement du game design, on a parlé de direction artistique, et la musique s'inscrit dans cette partie artistique d'une production de jeu vidéo. Et au même titre qu'un scénariste ou qu'un directeur artistique ou qu'un acteur, le compositeur des musiques a une part extraordinairement importante en fait. Et c'est vrai que moi je me projette il y a 20 ans en arrière, même un petit peu plus, il y a 25 ans en arrière, quand j'avais 13-14 ans. Moi j'ai toujours écouté de la musique de jeux vidéo. Ça faisait partie on va dire, de mon background, de mon apprentissage culturel. Quand je jouais à mes Mario, quand je jouais à Castlevania, quand je jouais à Metal Gear, à tous ces gros titres, en fait, la musique du jeu vidéo, elle m'a accompagné en fait dans la découverte de ces œuvres. Et donc du coup, tu t'es attaché forcément à des rythmiques, tu t'es attaché à des mélodies. Et en s'attachant à ces mélodies, forcément, tu les vois toi évoluer. Mais il y a 13-14 ans en arrière, quand tu disais, tu le disais pas d'ailleurs, hein, mais quand tu disais que tu écoutes de la musique de jeu vidéo, les jeux te regardaient avec des yeux. Moi, je l'ai vécu comme une sorte de forme de ségrégation quelque part, une forme de rejet en fait. Mes copains, les copines, ils te regardent avec des yeux comme ça. Oui, ça peut être surprenant parce que pour moi, la musique des jeux vidéo, moi qui suis resté sur les premiers jeux d'arcade, les Pac-Man, les trucs, voilà, c'est la musique comme tu disais. Qui était très synthétique, donc qui était faite voilà, aussi avec l'ordinateur. Mais là, on arrive vraiment sur de la musique qui est orchestrée. Donc, je pense que les gens qui t'ont fait peut-être cette réflexion sont restés sur ces préjugés de départ en disant, mais c'est quoi? C'est juste un jingle, tu vois, c'est une musique quand même qui est relativement enfantine aussi. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, il y a une très grande complexité. Pourquoi ces musiques de jeux vidéo dans les années 80-90 étaient sur des mélodies courtes? Quasiment toutes, Mario Bros, par exemple, qui est le thème musical le plus connu.
et ça reprend. Ça, pour la simple et bonne raison, c'est que la technique des cartouches, des disquettes, était extrêmement limitée en termes d'espace. Et pour aider, on va dire, la mécanique, la core feature du jeu central de Mario, on a déjà évoqué dans les épisodes passés, qui est le saut, en fait, il y avait cette musique très rythmée qui te permettait de t'accompagner dans les sauts. Donc ça, c'est comme ça que Shigeru Miyamoto, qu'on a évoqué, et Koji Kondo, qu'on n'a pas encore évoqué, Koji Kondo qui est, à mon sens, le plus grand compositeur de musique dans le jeu vidéo. Il a une composition, il a une création gargantuesque, on parle de, je ne sais pas, 2000, 3000 musiques peut-être, et il a réussi à faire quelque chose qui est assez unique, c'est-à-dire qu'il a créé les thèmes de Mario, les thèmes de Zelda, les thèmes de Metroid, les thèmes de Kirby, et comme ça je peux continuer. Il a créé tout l'univers musical de Nintendo qui est aujourd'hui très marqué. C'est-à-dire que j'avais vu un sondage il y a quelques années, la musique de Zelda est dans le top 10 des musiques les plus connues du monde. Du monde. Donc il y a quelque chose dans sa création qui fait que tu retiens l'air. Et le jeu vidéo, à la toute base, était contraint, comme je vous disais, par la technique. Et donc, du coup, en étant contraint par la technique, on était basé sur une musicalité assez courte. Ça, c'était le premier point. Pour les problèmes de mémoire, pour les problèmes de mémoire, tout ça. Après, pour ce qui est de la mémorisation, en fait, la musique fonctionne également, bon, avec certaines gammes. La gamme pentatonique est très facilement mémorisable puisqu'elle est instinctive, en fait. Elle fait partie quasiment de nos gènes. Mais il y a aussi la répétition. Et je pense que le jeu a bénéficié de ça, de cet effet répétitif. Chaque fois que tu lances un jeu, ben, il y a le générique, il y a la musique. Donc tout ça, en fait, ça fait que tu t'imbibes de cette musique et tu la mémorises beaucoup plus, je dirais, rapidement. Et c'est un point très important et très juste que tu dis. Ça fonctionne chez à peu près, je discutais avec un copain qui est dans la musique depuis longtemps, et il me dit ça fonctionne à peu près sur 70% des gens, la répétitivité. Ouais. Et la rapidité musicale. Il y a des gens qui sont totalement hermétiques à ça. Je vais prendre un exemple d'un groupe, peut-être un des groupes les plus connus au monde, qui est Daft Punk. Daft Punk, c'est on aime ou on n'aime pas, mais globalement, c'est 70% des gens aiment, 30% des gens détestent. Pas détestent dans le sens littéral de la composition, détestent à cause de la répétitivité des sons. Et c'est vrai que tu as des musiques comme Around the World, je sais pas, c'est 150, 170 fois répéter le même truc. Tu as la même chose dans la plupart de leur musique. Alors, pas dans l'intégralité de l'album, hein, tu as des trucs beaucoup plus intéressants, moins commerciaux qui sont dans ce genre de choses. Mais, mine de rien, il y a un pourcentage de gens, la répétitivité les embête. Mais pour ceux qui apprécient cette répétitivité, qui te donne de l'énergie, qui te donne un petit peu le truc, qui te motive, il y a quelque chose dans cette répétitivité qui sonne bien dans notre cerveau pour une majorité des gens. Moi, chez moi, ça fonctionne très bien. Bon, tant mieux, c'est ce qui me permet aussi d'écouter toutes ces musiques de jeu et de prendre beaucoup de plaisir. Mais c'est comme ça que le jeu vidéo a commencé. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est toujours ainsi. Je pense que tu l'as vu dans les liens que je t'ai envoyés. Je ne sais pas si tu passeras des extraits ou pas, mais dans ces liens, il y a vraiment, on voit que le jeu vidéo a pris la mesure de ce qu'il est aujourd'hui. Et il ne s'est pas dit on va rester sur des petites musiques. Je mets toujours le cas de Mario, par exemple, quand tu vois la composition Dusty Garden de Super Mario Galaxy, qui est enregistrée dans un endroit très particulier, je crois que c'est à Kyoto ou à Tokyo, je ne sais plus, avec toute cette troupe de musiciens, où tu vois d'ailleurs Shigeru Miyamoto qui est assis sur le côté et qui lui, en tant que créateur original, se dit mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire de l'univers que j'ai fait, quoi, tu vois, parce que la technique a tellement évolué que même eux, les créateurs, des fois, sont aussi dépassés par la technique. Ou tu vois, par exemple, la composition de Imagine Dragon, qui est un groupe connu, Imagine Dragon, qui est invité à Las Vegas pour réinterpréter la lullaby de The Legend of Zelda avec Koji Kondo qui est au piano, qui est le créateur original des musiques Nintendo. Donc on voit qu'il y a eu vraiment quelque chose. Alors là, je parle de Nintendo, mais il y a la même chose chez Sony. Sony a même été chercher des compositeurs directement dans l'industrie du cinéma pour pouvoir donner ses lettres de noblesse. Alors on ira un peu plus loin après tout ça, mais pour que vous compreniez bien, il y a effectivement le problème de stockage à l'époque qui va réduire
justement ces musiques, et donc du coup créer des petites musiques à thème qui sont, d'un point de vue, je parle avec les gens de musique qui sont autour de moi, qui me disent que c'est, et je le vois, de toute façon les Occidentaux, on a beaucoup de mal à créer ça. On est toujours plus dans des compositions musicales plus larges, comme on retrouve dans le cinéma, ou là où on excelle. Tu vois, les productions de cinéma, la plupart des compositeurs occidentaux sont assez doués, même s'ils ont tendance un peu à faire la même chose. Dans le cas de Harry Gregson Williams ou Hans Zimmer ou Nick Glennie Smith, par exemple, ils ont une école, mais ils ont fait un petit peu toujours la même chose, même si de temps en temps, ils ont fait des petites apartés, Le Dernier Samouraï, Batman pour Hans Zimmer aussi. Donc, ils ont fait des trucs, bien sûr, mais c'est moins dans nos gènes, je dirais, la musique à thème, cette musique comme Mario, comme Zelda, comme Castlevania, qui sont vraiment des thèmes très récurrents. Au Japon, c'est très culturel. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un combini ou dans une supérette ou dans le métro ou dans une cabine téléphonique, même s'il n'y en a plus vraiment, mais dans un photomaton, par exemple, parce que au Japon, c'est toujours très courant, tu as ces petites mélodies musicales qui sont absolument partout dans la vie de la société japonaise. Partout. Tu passes une carte, ça va pas faire bip. Ça va faire pip, 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 pip. Ils sont toujours, il y a toujours ce truc, cette musicalité, elle est propre à leur culture, j'imagine. Okay. Peut-être dans d'autres pays d'Asie aussi, mais je ne parlerai que du Japon parce que c'est ce que je connais. Donc, il y a peut-être quelque chose. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que, j'imagine, Gilles, quand tu vois, par exemple, un Mario qui se déplace, les vieux Mario en 2D, ouais. qui se déplacent, qui sautent, bon, tu as les bruitages. Donc, ouais. et quand tu sautes sur les petits Goombas, tu rentres dans les tuyaux, ça fait des sons. Donc, la musique, elle a besoin d'avoir, on va l'appeler interactive, des déclencheurs. C'est-à-dire que quand le personnage rentre sur le tuyau, tu as un son qui se déclenche. Ça ne change pas la musique derrière. Mais il faut prendre en considération que le joueur est libre de ses mouvements. Et donc, du coup, en étant libre de ses mouvements, il va pouvoir influencer la musique. Donc, il faut que les sons, si tu veux, voilà, il faut que les sons ne soient pas dissonants par rapport oui, à cet univers sonore. En fait, à l'univers. Exactement. Alors là, dans ces jeux en 2D de l'époque, c'était encore très, très brut. Par exemple, tu rentrais dans un tuyau de Mario, tu arrivais dans un autre monde, et là, la musique changeait totalement. Avec le niveau souterrain, tin, 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 tu vois. Et après, tu remontais dans le tuyau, puis tu avais la musique de Mario. C'était beaucoup plus séparé à l'époque. Maintenant, on est dans des mondes en 3D. Et donc, du coup, dans des mondes en 3D, les musiciens se sont arrachés la tête à se dire, mais comment on va pouvoir changer les musiques vu qu'on ne contrôle pas le joueur, vu que le joueur, il fait ce qu'il veut. C'est d'accord, il rentre dans un monde, il y a des gens qui vont aller à droite, des gens qui vont aller tout droit, des gens qui vont aller à gauche. Mais le problème, c'est que moi, en tant que musicien, j'ai fait une musique là pour la zone dans laquelle ils sont. Il ne faut pas qu'elle soit trop répétitive, parce que s'il reste 10 heures, ça va lui briser la tête, la musique trop répétitive. Mais s'il va à droite, on change de décor, on rentre dans un décor enneigé. Donc en fait, dans les moteurs, notamment Unreal, tu as donc tu as ta première zone, où tu as une musique qui se déclenche, tu rentres dedans, la musique se déclenche. Et quand tu arrives au bord de la zone, tu as, je vais simplifier, tu as un déclencheur qui va gérer une transition musicale vers l'autre musique. Et en fait, c'est fait par des triggers, par des déclencheurs comme ça, en fonction de comment le joueur fonctionne. Et c'est toute la complexité aujourd'hui de créer ces univers musicaux. Et parce que c'est un challenge énorme. Et je vais vous donner un exemple d'un jeu qui est sorti en 2017, qui est The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui a eu ce challenge. The Legend of Zelda, c'est un jeu absolument immense, c'est une très 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 grande carte ouverte, où vous pouvez aller où vous voulez. Si tu as une musique, comme à l'époque Zelda, en boucle, tu vas casser la tête des gens. Tu vas la casser, tu vas leur briser la tête. Tu vois, et les compositeurs le savent. Ils vont se dire, mais tu peux l'écouter, la musique, 15 minutes. Mais quand tu es dans un endroit où tu vas y jouer 30, 50, 100, 200 heures, les mecs, ils se disent, c'est pas possible. Donc, pour Breath of the Wild, ils ont pris le pari que la musique serait de la musique d'ambiance, c'est-à-dire liée au monde,
Et le monde, bah, c'est la nature. Donc, c'est les arbres, tu as des petites nappes musicales. Alors ça, c'est le Ça, fameux cet trailer. extrait, hein. C'est Ouais. ça, hein. Alors ça, c'est effectivement, ça c'est la première fois qu'ils avaient montré le jeu, ou deuxième fois. Donc tu vois, tu es C'est une dans musique très un ambiant, monde. c'est très ambiant, hein. Ouais. Bah, tu vois, le souffle sauvage, la traduction Ouais, française, c'était vraiment la place à la nature. ouais, T'es encore d'une énorme randonnée numérique, en fait, hein. ouais. C'est un grand voyage au cœur de la nature. Et eux, pour eux, c'était la grande difficulté, c'était que justement ce soit organique. Donc on soit dans des compositions très organiques qui permettent d'amener aux joueurs ce sentiment d'être vraiment happé. Donc le jeu vidéo, c'est pas uniquement de la musique rythmique, c'est pas uniquement Ouais. de la musique orchestrée, c'est aussi ça peut être de la musique liée à un environnement. Alors là, la musique que tu as, là, C'est très cinématographique quand même, hein. Ça fait celle-ci, elle très est très BO. cinématographique, hein, Ouais, bien sûr. ouais. Ça, c'est vraiment. La première partie musicale, elle est très proche de ce que tu as dans le jeu. La deuxième, elle est plus proche d'un trailer commercial. Qui D'accord. n'empêche, qui n'enlève en rien la composition musicale, qui est vraiment une très belle musique. Et voilà, l'univers est assez fantastique, tu vois. Le monde dans lequel tu peux évoluer, c'est assez fantastique. Ouais. Donc tu as vraiment ce challenge-là qui pousse les compositeurs, à la différence des compositeurs que tu as par exemple dans le cinéma ou la télévision. Mhm. J'ai parlé de la télévision parce que j'en ai fait, et quand je discutais avec notre compositeur, c'était plus facile en fait. Tu vois, il crée des nappes musicales, elles sont posées sur la timeline de Final Cut ou X logiciel. Bon, tu les calibres, tu fais une entrée de son, diminution, tu ajustes, tu montes le niveau. Donc ces compositions musicales, elles ont la difficulté d'être amenées dans un univers interactif que les développeurs ne maîtrisent pas entièrement, même si, vu qu'ils ont fait le jeu, il y a des chemins plus ou moins prescriptés pour la grande majorité des jeux, mais tout de même, les joueurs sont libres, et donc du coup, en étant libres, eh bien, il faut que tout fonctionne, que tu rentres dans une zone où il n'y a plus de musique, par exemple, ou que tu n'aies plus de bruitage. Et le musicien, en règle générale, c'est quelqu'un qui a une compétence un petit peu plus poussée qu'un musicien dit traditionnel. C'est-à-dire qu'un musicien qui fait de la musique, il peut être aussi compétent qu'il veut et talentueux, tu vois, bien sûr. Mais s'il ne connaît pas le logiciel Unreal, par exemple, c'est un logiciel, c'est le logiciel de dev de jeu, il ne peut pas réellement travailler dans le jeu vidéo. Donc c'est une des complexités. En tout cas, il ne peut pas travailler de façon autonome pour rentrer ses compositions dans le logiciel. Il faut connaître le logiciel pour pouvoir intégrer les sons, les compos à tel endroit, pouvoir les déclencher quand le joueur fait telle ou telle action. Après, tu as des compositeurs qui ont réussi à faire des trucs incroyables, hein, des mecs du cinéma. Tu vois, Hans Zimmer, il a bossé sur Metal Gear. Ça lui a pas empêché de bosser sur le jeu, même s'il connaissait absolument pas le logiciel. Il a bossé avec un sound designer à côté qui faisait une partie du travail pour intégrer toutes ces compositions. Ouais. Donc le jeu vidéo, c'était vraiment pas juste les petits bip bip, ça l'a été longtemps. C'est pas Mais juste, aujourd'hui, si non. je comprends ce que tu me dis, c'est que c'est pas juste en fait de l'illustration sonore. En fait, il faut que ça Non, tout à s'intègre fait. vraiment dans le jeu, dans le moteur sonore et tout. On avait abordé avec, je me rappelle plus, c'était dans quel épisode de Last Day of June, où Oui, c'était la tout à BO fait. donc de Steven Wilson. Et Oui, il y a aussi un disque en fait, hein, c'est le disque de la tout à BO en fait. fait. C'est des morceaux, mais on voit que chacun a une certaine identité. Il y a aussi des interludes musicaux, c'est quasiment que des instrumentaux bien sûr. Bien sûr. Mais il y a aussi, je pense, un sound designer qui va travailler avec un musicien, comme Tout à avec fait. Hans Zimmer, pour Oui. le guider justement dans cet univers des jeux vidéo. C'est pas juste des commandes, juste de titres. Non. Hein, Non, voilà, il ça faut que ça arrive, colle hein. à l'univers, ouais, ouais. Ça arrive. Moi, j'en ai un qui est devenu un ami avec qui j'ai travaillé, qui a gagné un BAFTA à Londres, qui s'appelle Oscar Arrojo, qui est espagnol. C'est lui qui a fait les compositions de The Castlevania The Lord of Shadow pour Mercury Steam Studio, et il a gagné le BAFTA. Donc ça devait être en, je sais plus, peut-être 2010, quand Castlevania The Lord of Shadow est sorti. Et lui, il connaissait pas le logiciel, par exemple.
Et en fait, quand Mercury Steam est venu le voir, il lui a dit, écoute, voilà, on a signé un contrat avec Konami. Konami sont les détenteurs des droits de Castlevania et de Hideo Kojima Productions, donc le fameux Hideo Kojima qui travaille aussi sur Metal Gear. Écoute, on aimerait bien que ce soit toi. On a entendu ce que tu faisais en tant que compositeur. Tu as une élégance absolument incroyable qui irait très, très bien dans l'univers de Castlevania quand ils ont voulu revisiter la franchise. Castlevania, c'est un jeu qui est inspiré forcément de la mythologie de Bram Stoker, de Dracula, avec un petit mélange aussi de la mythologie grecque. Je veux dire, pas esthétique, hein, des monstres de la mythologie grecque. La mythologie Castlevania en a transformé une partie pour les réintégrer, mais ils ont aussi intégré le livre de Mary Shelley, l'autrice, putain. L'auteur de Dracula. L'auteur. De l'inclusif. Il me fait de l'inclusif. Dégueulasse. Dégueulasse. Non, mais tu vois, même moi, j'ai envie de me gifler, tu vois. Je dis non, mais c'est pas possible. L'auteur, bien évidemment, de Frankenstein. Et ils ont intégré les monstres comme ça de la mythologie, la Méduse, Frankenstein, la mort, plein de monstres comme ça dans ce truc-là. Et quand ils ont dit à Oscar, du coup, voilà, nous, ce que tu fais, c'est incroyable, on le fait. Et lui, il a été embarqué par un sound designer avec qui il a bossé pendant au moins 6 mois, 8 mois. Et maintenant, il est autonome. Hein. Maintenant, il sait, il fait ses commandes, il fait son truc sans problème. Mais à la base, c'est un vrai compositeur, tu vois. Il s'assoit, il écrit. Je crois qu'il fait même pas les tablatures. Je crois que lui, c'est du solfège, c'est old school, tu vois. Okay. Mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinairement doué, qui a vraiment un coup incroyable. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Donc il y a vraiment tout. Je dirais qu'aujourd'hui, le jeu vidéo va chercher là où il a besoin en fonction de sa production. Et on a, tu vois, la musique que je t'ai envoyée de Metal Gear Phantom Pain, qui est aussi une production de Kojima, qui est un trailer qui a énormément marqué les joueurs, parce que la réalisation est bluffante. C'est un truc ça a pas 10 ans, mais ça a au moins 7 ou 8 ans. La technique était extraordinaire. Le choix de la musique aussi, c'était très original. Kojima était capable d'aller chercher, était capable de faire le bout du monde pour aller chercher tel musicien. Tu vois, quand il était voir Apocalypta, au Japon, je suis pas sûr que beaucoup connaissaient Apocalypta. Kojima y est allé, il a dit, moi, je veux que ce soit vous qui allez faire la musique sur Death Stranding à tel endroit. Quand il est allé voir Laurier, c'est lui qui est allé aussi. Il y a vraiment cette souplesse. Pour moi, ça paraît naturel parce que j'ai suivi le parcours de la musique dans le jeu vidéo. On va passer un extrait de Metal Gear. Ah mince, j'ai oublié de mettre le son. Qui est vraiment bluffant. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont vraiment cette liberté absolue. Après, chacun ira de sa sensibilité, hein, bien évidemment, en tant que créateur et choix. Mais aujourd'hui, on n'est plus limité. Et par exemple, tu as une chanteuse française, tu sais, Cœur de Pirate. Je ne sais pas si tu connais. Alors là, on est sur le Metal Gear. Hein. Ouais. Magnifique aussi. Hein. Ouais. Il peut y avoir aussi des chansons comme ça, des titres formatés, peut-être radio, comme ça. Ouais, tu as plusieurs choses. Bon, la musique là, c'est un choix pour la bande-annonce du jeu. Mais oui, bien sûr. Je te donne l'exemple, par exemple, de Cœur de Pirate. Cœur de Pirate, c'est une gamine. C'est une gamine française. On aime, on n'aime pas, peu importe. Mais c'est elle qui a fait toute la composition de la musique de Child of Light. Et c'est assez délicieux en fait ce qu'elle a fait pour le jeu. C'est vraiment, elle a réussi à créer un univers. Pourtant, c'était pas forcément on va dire dans ce qu'elle faisait, mais du coup, elle s'est émancipée puis elle a montré qu'elle pouvait faire autre chose. Et chapeau, franchement, c'est vraiment bien foutu. Après, dans les musiques, tu as par exemple, je t'ai envoyé le musical de Mario Odyssey. Qui a une musique donc, qui a été écrite, qui est chantée par je me souviens plus le nom de la chanteuse américaine, mais elle a fait plein de musicals à Broadway, et d'ailleurs tu le vois d'ailleurs dans l'extrait, tu ressens ce côté très New York Broadway qui marche plutôt bien. Il y a ce film là, ce vieux film de comédie musicale. Je suis en train de faire la gymnastique là avec tous les liens que tu m'as envoyés là. Non, ça arrive les amis, ça arrive. Voilà, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, C'est cool il y a, il y ça, a- c'est cool. ouais, ouais, c'est cool. Après, c'est Mario, donc c'est vraiment c'est un public très large. C'est un C'est public très, très pour comédie tout le musicale, monde. hein. Très comédie musicale. Ouais. Et le jeu est d'ailleurs un jeu qui incite au voyage. Tu as tous ces kingdoms, tous ces royaumes que tu visites. Et d'ailleurs, tu visites un des mondes qui s'appelle New Donk City, qui est un petit peu un clin d'œil à New York. Et donc, du coup, voilà, tu as cette volonté aussi maintenant d'aller plus loin dans les choix, dans les musiques, d'essayer de s'émanciper de ce que l'on est. Et je trouve que c'est peut-être une des forces du jeu vidéo, mais ça sera un peu, on va le voir, hein, on en a parlé déjà dans l'épisode précédent, que le jeu vidéo est vraiment très créatif. En fait, ne se met pas de barrière. Ouais. Là où le cinéma s'en met, la télé, on n'en parle même pas. La télé, c'est les champions pour aller pomper les musiques Ouais, de jeux ou les musiques de films pour les mettre dans leurs reportages. Il n'y a quasiment plus de composition pour les reportages. Hein. ouais. Ça existe quasiment plus. Ils vont prendre des droits à gauche, à droite, ils remettent. Il n'y a pas vraiment de création. Le cinéma tourne un peu en rond parce qu'il y a quand même un monopole de la musique américaine. Tu vois, tu as comme il s'appelle Rawadi qui a fait, qui est bon, hein, qui a fait les musiques de Pacific Rim entre autres, qui a fait des trucs pas mal. On parlait d'Hans Zimmer forcément, qui a fait plein de musique. Et puis il y en a d'autres. Mais on a quelque chose de très cyclique. En fait, c'est globalement la même chose. Globalement la même chose. Dans le jeu vidéo, pas du tout. C'est ça qui est assez fort. C'est qu'on va encore avoir des musiques très synthées, type 8 bits, 16 bits, format MIDI. Donc les musiques, c'est ding, 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 tu sais, type Game Boy, type Super Nintendo de l'époque. Tu as des gens qui sont passionnés de ce type de composition musicale parce qu'elles se font différemment, elles peuvent se coder. Donc c'est une grande différence aussi, tu vois, dans le challenge de faire ce genre de composition. Et pour eux, c'est l'origine, tu vois, c'est l'origine électronique du jeu. Donc ça se garde encore, ce genre de musique. Je ne t'ai pas mis d'extrait de ça. C'est vrai, je t'en ai pas mis. J'ai préféré te mettre des réinterprétations, tu vois, des trucs. Parce que l'idée, c'est de donner envie aussi. Ouais. Après, si les gens ils ont envie d'aller découvrir les musiques originales, pas de problème. Mais c'était aussi de donner envie de se dire, bah voilà, tu vois, quand tu vois les medley de Zelda ou de Ouais, mais Castlevania, ou quand tu vois. j'ai été surpris justement par rapport à Zelda. Là, il y a un extrait donc, de Koji Ouais, Kondo avec Imagine ouais, Dragons. ouais. En fait, ce sont des spectacles aussi. Ce sont des Donc, spectacles, bien sûr. Bah là, tu m'offres c'est une comme, c'est super comme des, transition, Gilles. ouais, Parce c'est comme des que, concerts, hein. Ouais. effectivement, c'est comme des concerts et il y a plein de concerts de jeux vidéo. Hein. Il y en a de plus en plus. Il y a eu le concert Zelda, bien évidemment, qui a fait C'est celui-ci? plein. Non, ça, là, j'y Je sais pas, étais d'ailleurs. d'accord. Ce jour-là, c'était à Las Ok. Vegas. Voilà, ok. C'était au Game Award. C'est la cérémonie des Oscars du jeu vidéo, globalement. Et là, j'étais dans le public avec un copain et puis mon RP à l'époque. Ouais. Moment assez incroyable parce que Koji Kondo vient très très rarement en Occident. Les Japonais sont très, voilà, ils sont pas très à l'aise en Occident. Ouais. Mais là, il est venu à Las Vegas se poser au piano et Imagine Dragons qui sont des ultra fans de Zelda, mais des ultra fans, Ouais. des gros joueurs. Pour eux, c'était mortel de pouvoir se dire, tu vois, le gars qui nous inspirait quand on était gamin, on va pouvoir faire quelque chose avec lui. Et puis Koji Kondo leur a laissé apparemment libre à l'interprétation. Ah Donc ouais. c'était plutôt sympa, c'était plutôt agréable, Ouais. c'était plutôt original. Et comme tu le dis, c'est du spectacle aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup de concerts. Final Fantasy, je t'ai mis l'opening de Final Fantasy VIII, qui est une composition musicale assez exceptionnelle, qui est dans la catégorie, une catégorie très élevée. C'est du lourd. Et il y a eu des concerts Final Fantasy, des concerts Zelda, des concerts. Il y a eu un concert ou deux, même Mario, qui ont eu lieu exclusivement au Japon. Et puis après, il y a un énorme concert qui a été mis en place par un bonhomme que je trouve génial. C'est Tommy Tallarico. C'est ce mec que tu vois dans le vidéo game de la musique qui arrive avec sa guitare électrique. Il a plein de guitares électriques, il en a vraiment une trentaine, et elles ont toutes des formes étranges liées au jeu en question. Et tu l'as dans les extraits de Castlevania, Video Game Live Music ou Street Fighter. Castlevania, attends. Va doucement, mon ami.
Vas-y, vas-y. Moi, c'est que Castlevania. des noms très étranges, tu vois, parce que Ouais. voilà, j'ai un peu bossé cet après-midi, mais voilà, tu m'as dit donc c'est Castlevania, c'est ça? Ouais, je pense que c'est le premier. C'est Video Game Live Music. Je l'ai, je l'ai, Ouais. je l'ai, je l'ai, je l'ai. De mémoire, après, Ah oui, oui, c'est ouais, il est impressionnant celui-ci avec un super orchestre. Ouais. Et C'est, ce concert-là, moi, je l'ai fait, je crois, 4 ou 5 fois. Donc, c'est un concert qui est dans le monde entier. Ils font plus d'une centaine de dates partout. Des États-Unis au Canada, au Mexique, au Pérou, en Angleterre. Et ils l'ont fait partout. Ils l'ont même fait en France une fois. Malheureusement, ils l'ont fait qu'une seule fois. J'y étais, c'était à Paris, c'était en 2011. non, j'ai Et perdu. malheureusement, ils l'ont fait qu'une fois. Pourtant, c'était plein. Mais les obligations françaises, on va dire économiques et salariales, On fait on que ça, c'est sait, pas hein. possible. Mais non, c'est que c'est pas possible en fait. Et on est un pays de zinzin pour ça. Ouais. On est un pays de malades. On est un pays complètement à la ramasse sur ça. Et donc du coup, ils préfèrent aller en Angleterre. Et donc là, c'est Tommy, voilà, en fait, c'est Tommy, le créateur de ce concert. Et Tommy, c'est le neveu de Steve Tyler, d'Aerosmith. Ah bon? Ok. Ouais. Voilà. Donc c'est Ah, il est pas, à tu vois, c'est fond, pas hein. n'importe qui. Il est à fond, le jeune Il est gars. à fond. Ouais. Il est à fond. Il a lancé ça, tu vois, et tout le monde disait, mais la musique de jeu, ça va jamais faire salle pleine. Ouais. Et en fait, il a fait, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il y a au moins 400 dates dans le monde entier. Énorme. Et puis, il a une composition, un orchestre qui sont là. Il fait venir aussi des chanteurs. Il y a eu beaucoup de chanteurs qui sont venus, qui ont des talents assez incroyables. Et puis, il passe forcément des extraits du jeu, puis tu vois les gens dans la foule, parce que c'est un concert, mais les gens hurlent. Moi, je l'ai vu, les gens hurlent, parce qu'en fait, il y a eu ce truc, Gilles, qui est assez fou, et Ouais. c'est Ouais. génial que tu me donnes l'occasion de parler de ça sur ta chaîne, mais Ouais. la plupart des gens qui ont aimé la musique de jeu, en fait, ont été frustrés, parce qu'ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils aimaient cette musique. Ah ouais. Parce qu'en fait, cette Ouais. musique, elle n'existait pas dans les rayons musicaux. YouTube n'existait pas. Donc la seule façon qu'on avait d'écouter de sa musique, c'était d'acheter les petits disques, tu sais, de Sony, là, les mini-disques, d'enregistrer sur nos consoles pour écouter nos musiques. Ah ouais, 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 Et en ouais. fait, tous ces joueurs, en fait, ont fait ce procédé-là, la plupart. Hein. Et Tommy, tu vois, c'est un peu une certaine forme de vengeance quelque part. Il dit, ouais, vous nous avez méprisés pendant très longtemps en disant que c'était des musiques de merde. Et aujourd'hui, les plus grands compositeurs veulent faire ces musiques-là. Parce que le public joueur, joueuse, Ouais. en fait, il est quand même super reconnaissant. Il est énormément reconnaissant. Tu vois, tu l'as vu sur Twitch, tu vois ce truc de communauté. Ouais, ouais. Les joueurs ont souvent été mis tellement de côté pendant longtemps que maintenant, en fait, beaucoup de joueurs jubilent de se dire que c'est l'entreprise, c'est l'industrie artistique la plus Mais grosse, majeur, c'est la plus majeure. grosse, c'est beaucoup plus gros que le cinéma, que la musique réunie. Et c'est Donc, vrai que l'industrie du cinéma a pris de haut pendant très longtemps l'industrie du ouais. jeu. L'industrie de la musique s'est pas vraiment intéressée, hormis MTV et PlayStation sous le biais de Sony of America, quand je vous ai expliqué l'histoire un petit peu de la PlayStation. Mais c'est tout. C'était pas, personne n'était vraiment se dit mais comment est-ce possible quoi, ça intéressera personne. Et en fait, ces joueurs ont grandi. Et en grandissant, leur portefeuille s'est agrandi et ils ont continué à acheter ce qu'ils achetaient enfants. Ils ont continué à le consommer en fait, en le voyant évoluer. Et par exemple, j'ai appris d'un copain qui gère les vinyles en France du jeu vidéo, qui met dans les Fnac, les Fnac, t'imagines, putain, dans les Fnac, dans les Cultura, sur Amazon. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais globalement, les ventes de vinyles de jeux se vendent quasiment 10 fois plus que les ventes de vinyles traditionnels. Incroyable. Même moi le premier, j'étais là, je me dis c'est pas possible, attends, tu rigoles. On se faisait tellement huer quand ils disaient que tu écoutais ce genre de truc. En fait, c'est que ça a changé. C'est que ce qui a changé, je pense, c'est que en fait, les joueurs
sont des dépenses. Dépenses. Et se font plaisir, ils aiment la collectionnite, collectionner des objets, ils dépensent. Je pense qu'il est là aussi le truc. Je pense. Hein. Après, ça, c'est. Je n'ai pas la réponse. Ouais. Mais Je serais curieux de savoir, de connaître en fait le type de rémunération qu'ont les musiciens qui travaillent pour l'industrie des jeux vidéo. Alors moi, je peux te parler que de ce que je sais. Ouais, je pense qu'il doit y avoir peut-être deux formes de rémunération. Ok. Comment ça se rémunère, par exemple, quelqu'un qui travaille pour un jeu vidéo? Parce qu'il y a les éditions. Les éditions, c'est très important. C'est pas juste l'achat, je dirais, de la prestation. C'est les éditions, donc qui sont générées par le nombre d'écoutes. J'ose même pas imaginer le nombre d'écoutes de titres qui se vendent à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Hein. Alors, je pense que tu as des gens plus compétent que moi pour répondre à ça, c'est clair. Ouais. Mais je peux répondre à une partie parce que je connais une partie. Un musicien, par exemple, dans le cas de Oscar Araujo, le monsieur que je vous ai nommé, lui, en fait, on va le contracter, on va lui dire, voilà, nous, on a besoin que tu nous fasses toutes les compositions musicales. Tu nous dis combien de temps tu as besoin, 6 mois, 1 an, 2 ans. En règle générale, on travaille contractuellement sur la durée globale du jeu, donc de 2 à 5 ou 6 ans pour certains des gros jeux. Donc, il est en contrat sur le jeu, donc il touche de l'argent tous les mois, qui sont des salaires qui vont de 2500 € net à 50, 70, 100 000, en fonction de qui est derrière, bien évidemment. Oscar Araujo, du nom, de la compétence et de la notoriété. Exactement. Donc ça, c'est à peu près, je trouve c'est quelque chose d'assez commun. Mais l'avantage, c'est qu'il travaille quand même pendant un long temps défini. Il ne travaille pas, tu vois, juste pendant 3-4 mois de son côté pour compléter, de faire 12 tracks et basta. Non. Ouais. Parce que le jeu vidéo est en développement pendant toutes ces années. Et donc, du coup, les univers commencent à apparaître. Il faut que le créateur musical soit à côté, discute avec le directeur artistique, avec les graphistes. Tu dis, putain, mais vous allez donner quoi comme ambiance? Moi, il faut que j'aille faire mes recherches dans le sound design. Il y a vraiment un énorme travail créatif. Je ne minimise pas ailleurs. Tu sais, moi, j'adore le rock et tout ça. J'aime la musique générale, de façon générale. Mais là, le travail est très, très long. C'est peut-être plus fastidieux parce qu'il faut que tu discutes avec le game director, le directeur artistique, avec les dessinateurs. Tu vois, il faut que tu arrives à t'imprégner de quelque chose qui n'existe pas encore ou qui existe devant tes yeux et que tu te mettes à la place du joueur. Quelles vont être les émotions? Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et à côté de ça, dans son contrat, il y a bien évidemment, pour les plus intelligents des musiciens, une clause qui va leur permettre de toucher des droits sur l'utilisation de la musique. Est-ce que la musique va être utilisée en tant qu'objet marketing, donc dans des trailers, dans des bandes annonces courtes, sur un site internet, dans une publicité télévisée? Là, c'est le pompon. Donc, il y a ces deux choses. La première rémunération et la deuxième, je pense, qui est dans ce que tu mentionnais, des droits. Donc, en France, il y a la fameuse SACEM. Donc, les compositeurs sont liés à cette fameuse SACEM et touchent des droits en permanence. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le compositeur extraordinaire de chez Ubisoft, de Rayman, quand on était à San Francisco, un mec charmant, qui connaît très, 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 très bien ça, parce qu'il a au moins 30 ans d'expérience dans le métier. Et il connaît toute la mécanique de tout ça. Et après, tu vas avoir, bien évidemment, quand ils sortent en vinyle et en CD ou sur les plateformes de téléchargement. Ouais. Et les constructeurs de jeux ne sont pas aussi habiles, je dirais, que les grandes maisons de musique. Bien sûr. Les producteurs de jeux vont quand même plus facilement donner un plus grand pourcentage de droits aux compositeurs que les grands labels musicaux traditionnels. Ouais. Les labels musicaux savent que l'argent est généré par les éditions. En fait, les éditions, un éditeur va toucher quasiment 50% de l'auteur-compositeur. Il est en charge de placer le titre, de gérer les droits, etc. Donc, il doit y avoir un autre cas de figure, et là peut-être tu vas en parler, par rapport à Guitar Hero, Génial, où là, on utilise des morceaux, des titres existants. Tout à fait. Et là, je sais que c'est le jackpot pour les groupes. Hein.
Parce que là, les éditions Surtout sont ceux déjà qui ont, conclues. Le jeu vidéo ne peut pas prendre les droits éditions parce que d'auteur, moi, je suis un créateur de jeux vidéo, j'engage un compositeur, mais je lui prends également les éditions. Parce qu'en fait, c'est moi qui lui donne l'opportunité d'aller sur mon jeu vidéo, de produire le jeu bien vidéo, sûr, donc produire sa musique dans mon jeu vidéo. Donc, je vais tout à être fait. aussi son éditeur, je pense. Parce que si tu prends un morceau qui est connu, un titre connu, et là, ça a fait le succès de Guitar Hero, Tout à fait. là, par contre, c'est le jackpot pour les groupes. Et je sais, connaissant quelques groupes qui ont eu des titres dans les jeux vidéo, en fait, ça a généré quasiment plus de revenus que toute leur discographie. C'est incroyable. C'est énorme. C'est vrai que tu as raison de mentionner le phénomène Guitar Hero. Alors aujourd'hui, le phénomène Guitar Hero s'est arrêté. C'est arrêté pour deux raisons. Trop de suites. C'est comme le cinéma, ça, par contre. Tu vois, les joueurs Comme il y a eu de de... suites. Comme il y a eu de Putain, mais suites. le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. L'image qu'on Smash voit Hits. en fond, l'image qu'on voit en Ça, fond, je crois que c'est le c'est le 3. Legend of Rock. C'est le 3, Legend ouais, of Legend of Rock. Rock. Ouais. 7. Après, tu as eu un épisode Van Halen, un épisode Metallica. Ah oui. Tu as eu un épisode Aerosmith, 100%. Hein. Là, quand je dis c'est 100% ouais. Metallica, 100% Aerosmith, 100% Van Halen. Tu as eu plus qu'au final Guitar Hero Live. Donc, je te dirais que tu as plus d'une dizaine de Guitar Hero qui sont sortis en l'espace 2008-2015. Donc, en 7 ans, tu as 10 épisodes. Ouais. Et le jackpot, c'est Legend of Rock, Guitar Hero 3, sur Nintendo Wii. À l'époque, la Nintendo Wii qui cartonnait aux États-Unis, Ouais. ils ont vendu des millions de ce Guitar Hero. Mais des millions, plus sur PlayStation 3 et Xbox. Donc, tout cumulé, je sais pas, je connais pas exactement le chiffre, mais c'est plus d'une dizaine de millions facile. Sachant que le jeu, il vaut 100 €, hein, parce que tu as une guitare avec. Hein. Donc, la guitare, on sait très bien qu'ils la font fabriquer par des petits-enfants au fin fond du Cambodge. Donc, elle ne doit pas leur coûter grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais non. J'exagère. Non, j'exagère. Mais je veux dire, la guitare, la guitare, parce que c'est un bout de plastique quand même. Hein, ça marche bien. Mais ça ne doit pas leur coûter extraordinairement cher. Et ce qui leur a coûté cher à Activision, c'est comme tu le disais, c'est les droits. Parce que quand tu vois une playlist comme Guitar Hero 2, où dedans tu vas avoir Barcade the Moon, tu vas avoir Freebird, tu vas avoir du Franz Ferdinand, tu vas avoir du Linkin Park, tu vas avoir du Metallica, et pas des pourris en plus, hein, tu vois, The Number of the Beast de Iron Maiden, ou Hangar, que des monstres. Tu as les Rolling Stones aussi qui ont fait Pain in Black, Satisfaction, et c'est énorme. Il y a eu vraiment tous les morceaux. Il n'y a qu'un seul vrai morceau un morceau que tout le monde a rêvé, mais qui n'a pas été mis pour une question de droit. C'est Stairway to Heaven. Ah, mais j'allais te le dire. Et ouais, Stairway to Heaven, parce que il a cette réputation d'être un des solos les plus difficiles. Il est dans le top 10 des solos les plus difficiles. Et Guitar Hero a vogué sur ça, sur cette difficulté, parce qu'au début, tu joues avec 3 doigts, donc tu grattes. Alors, je me suis mis à la guitare. Donc, j'ai jamais joué à Guitar Hero, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. Alors, c'est globalement comme une guitare. Tu as ta main droite qui est arythmique, ok, au bas, au bas, au bas, ou bas, 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 haut, un peu comme tu veux, mais au bas, au bas, au bas, voilà. Ta main gauche, elle fait des notes. Et en fait, tu vas avoir vert, rouge, pardon, jaune, bleu, et le 5e orange. Donc, tu n'as que 5 notes. En guitare, c'est tout un manche, bien sûr, et puis tu as tes cordes de mi à mi, ok. Oui. Donc, c'est un peu différent. Mais les musiciens qu'ils ont embauchés, notamment Slash, par exemple, dans Legend of Rock, qui est venu assister et aider à essayer de s'approcher le plus possible de la sensation guitare, tu as une sensation qui est intéressante. C'est pas la même chose que la guitare, mais tu as une sensation intéressante. Tu vois la difficulté, par exemple, entre jouer assis, qui est plutôt simple quand tu joues assis, et jouer debout, où là, tu n'as plus du tout les mêmes repères. Tes mains ne sont pas au même endroit. La synchronisation entre ta main droite et ta main gauche que tu as en guitare, qui est complexe avant de pouvoir, tu vois, garder la rythmique en faisant ce que tu veux avec ta main gauche, il me faut du temps. Et ben, dans Guitar Hero, tu as à peu près la même chose. Et en fait, ils ont fait un mode facile. Donc, c'est 3 doigts. Pour 3 doigts. Un mode normal, 4 doigts. Un mode hard avec le 5e.
Ouais. et le mode expert, qui est à la vitesse des 5 doigts et à la vitesse d'une partition. Ok. Voilà, donc là, ils sont allés au bout du truc. Et donc, du coup, bah forcément, les joueurs, tu as des joueurs, tu vas sur Internet, tu vas halluciner, qui font des blinds, les yeux fermés, bandés, Ouais, j'ai vu ça. et qui font Through Fires and Flame de Dragon Force. Ouais. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu as des mutants, hein, tu as vraiment des mutants, des trucs, c'est pas possible. Ouais. Et tout ça a cristallisé, en fait, une sorte de challenge, de relever le défi, de se dire, putain, je peux presque être un guitariste, en fait. Tu as beaucoup de gens qui se sont mis à la vraie guitare derrière. Et Guitar Hero a créé ce truc-là, cette bulle incroyable, avec des talents musicaux. Ben, quand on aime le rock, forcément, moi, je les ai tous achetés. Hein. D'ailleurs, sur Twitch, tu vois, une fois par mois, on fait un concert en live, Guitar Hero, pour le fun. On se maquille avec Mariana, on fait un truc, tu vois, on en a fait une pour l'instant, c'était vraiment génial. Ouais. Parce que c'est vraiment cool. Et ce que je trouvais encore mieux, c'est que ça a démocratisé le rock. Il faut bien savoir que le rock, dans certains pays d'Europe, notamment les pays latins, le rock ne marche pas du tout. C'est pas la culture musicale. Le rock, c'est plutôt une culture anglo-saxonne, mais tu es plus calé que moi et je pense que je pense qu'on sera peut-être d'accord là-dessus, mais tu iras même beaucoup plus loin dans ton analyse. Guitar Hero a réussi à... Moi, j'avais des gens qui écoutaient pas de rock, pas du tout, et qui disent, mais c'est sympa, je peux essayer ta guitare. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que ça a démocratisé des musiques que moi, j'écoutais aussi gamin, et que le mec te dit ouais, tu vois, c'est Satan, c'est machin, les préjugés quoi, comme d'habitude, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, tu avais le jeu qui était ludique. L'ambiance du jeu, elle est fun parce que au début, ils ont mis une guitare, puis après, ils en ont mis une deuxième pour que tu puisses jouer à deux. Et puis après, ils ont rajouté la batterie. La batterie, ok. Ouais. La batterie, ils ont rajouté la basse et ils ont rajouté le micro. Donc, en fait, tu as un groupe de potes, tu vois, à 5-6, et tu peux faire cette expérience de Guitar Hero à 5-6. Il y en a un qui a la batterie, le machin, tu vois. Et j'ai trouvé ça cool parce que ça permettait une certaine forme d'accessibilité à cette culture musicale. Ouais, exact. Et peut-être aussi des gens qui voudront passer au vrai. Et pour continuer dans ce truc-là, tu as un deuxième jeu en parallèle qui a cartonné, qui s'appelle Rock Band, qui est un jeu d'Harmonix. Alors, pour la petite histoire, les créateurs de Guitar Hero, à la base, c'est Harmonix. C'est un petit studio musical. Ils sont extraordinairement talentueux. Ils ont fait Guitar Hero 1, Guitar Hero 2. Et puis après, ils sont partis. Ils ont décidé d'arrêter et de créer leur propre jeu. Un autre jeu musical, toujours dans le rock et tout, mais ce serait leur truc. Parce que entre-temps, Activision a mis la main sur Guitar Hero, voyant le succès commercial. Activision s'est dit, on n'a plus besoin d'eux, on fait venir des grands chanteurs, on met des tubes, et Guitar Hero n'a pas eu besoin en fait d'avoir Harmonix. Et Harmonix derrière a mis la barre très haute, c'est-à-dire ils ont dit, nous on va faire un groupe. Et Guitar Hero, par exemple, n'a eu que l'idée du groupe, la batterie, tout ça, qu'une fois que le nouveau jeu d'Harmonix était sorti, qui était Rock Band. Et là, micro, la batterie, la guitare est différente, on est dans une forme de technicité musicale un petit peu différente de Guitar Hero. Guitar Hero a un côté un peu plus arcade, Rock Band a un côté qui s'approche encore un peu plus de la vraie sensation. Et puis, ils ont voulu par contre faire musicalement quelque chose d'un petit peu plus large. Donc, on va se retrouver avec des Beatles, par exemple. On va se retrouver avec Queen. On va se retrouver, tu vois, avec Queen, ils ont fait des trucs. On va se retrouver aussi, ça c'était génial, avec AC/DC. Il y a eu un truc incroyable d'AC/DC. Alors moi, qui est un de mes titres préférés, qui est Thunderstruck. Qui est un des morceaux. Ouais. Et tu vois, quand je te fais écouter Castlevania, tu vois, la musicalité électronique que tu as au départ de la guitare électrique de Thunderstruck, ça, c'est moi ce que je kiffe. C'est ce que tu retrouves dans Bark at the Moon, c'est ce que tu retrouves dans Iron Maiden, et ce que tu retrouves dans le jeu vidéo. Parce que les compositeurs japonais sont tous ultra fans de musique, de rock électronique. Alors, c'est vrai que les groupes de métal, pour apporter un petit peu de l'eau à ton moulin, les groupes de métal sont extrêmement populaires au Japon. Et ça, depuis les années 70, les premiers gros lives, que ce soit Scorpion, que ce soit Kiss. Ozzy, Kiss, c'est les patrons au Japon. Mais Kiss, dans les années 70,
première fois qu'ils sont arrivés Oui. au Japon, c'était juste hallucinant. En plus, eux, ils ont la culture, voilà, il y avait le maquillage, il y avait le côté des super-héros. Le nombre Euh, d'artistes qui disaient, je pense et au les chanteur de Japonais Linkin Park, adorent, adorent bien cette sûr, scène-là. Ouais. je crois que c'était le chanteur de Linkin Park qui disait ça. Il y a Ozzy Osbourne, Tommy Lee de Motley, qui me reviennent comme ça. Mais le nombre d'artistes qui disent que les meilleurs concerts de leur vie les ont faits à Tokyo, que le public est tellement réceptif. Alors, je pense que si c'est pour l'argent, parce que les Japonais dépensent énormément. Hein, c'est des grands zinzins. Voilà. Mais il y a un côté très réceptif. Et quand moi j'y étais là en 2019, ou peut-être c'était quand 2019, où il y avait des énormes affiches de Ozzy Osbourne qui allait donner un concert. Et c'est dans les rues, et en fait c'est ultra populaire. C'est-à-dire que le R&B au Japon, c'est le rock en France. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux inviter, je sais pas, tu peux inviter Akhenaton. Non, et encore Akhenaton, j'exagère, personne ne va inviter Akhenaton. Mais tu peux inviter Grims et compagnie, tous ces pélos là de PNL et Booba. Booba, tu vois, toute cette glanderie. Tu peux les inviter sur les plateaux de télé, pas de problème. Par contre, on a vu combien de fois un groupe, hormis Metallica chez Canal il y a 2 ans ou 3 ans, c'est pas notre culture musicale. Et au Japon, ils adorent ça, quoi. C'est la musique électronique et la musique électrique. Alors électronique, c'est pas péjoratif, hein, mais électronique, le synthé qui est souvent utilisé, et forcément la guitare électrique. La guitare électrique, qui est, tu vois, la cover que je t'ai montré de Castlevania, Bloody Tears. Les Japonais sont ultra friands de l'électrique. Moi, ça me fait dresser les poils l'électrique. Tu vois, moi, quand là, j'ai touché à la guitare électrique, j'en ai jamais fait. Hein. Je suis que sur une acoustique, mais je suis là, j'étais en train de dire à mon prof, je dis putain, j'ai tellement hâte d'aller plus loin sur l'électrique. Il y a un truc, il y a une énergie, il y a quelque chose de juste génial, quoi. Et pour refermer la petite parenthèse, vas-y, ouais. Fais partager, qui est génial, tu vois. Donc je dis le fameux synthé. Et tu vois, ils mettent une note de classique. Il faut les 3 trucs. Il faut l'électrique, l'électronique et classique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les Japonais savent faire. On aime, on n'aime pas, mais... Alors, tu as le métal symphonique, et il faudra que je te fasse découvrir Nightwish. Voilà, il y a du métal symphonique qui reprend ces codes-là également. Et c'est génial, parce que bon, c'est des niches, hein, on est d'accord. Hein. Nightwish, c'est un très gros groupe. Hein. C'est énorme, Nightwish. Hein. Mais ça me dit quelque chose. Hein. Je connais pas tout, je suis pas aussi calé que toi, mais je connais pas Nightwish. Mais je veux bien que tu me partages, parce que moi, j'aime bien ça. Si tu aimes ce genre de musique, moi je suis pas forcément fan, mais je te partagerai ça. Tu vas sûrement aimer. Ouais. Dans le rock, moi je suis très, tu vois, moi j'aime de Linkin Park à Ozzy Osbourne. Il y a certains trucs de Soulfly que j'aime bien, mais pas tout. Après, voilà, bon, forcément, tu vois, les Rolling Stones, AC/DC, tu vas pas faire je te conseille, il y a une excellente émission là depuis quelques mois sur Internet. C'est tous les samedis soirs, ça s'appelle Top of the Rock. Je sais. Il y a des mecs super calés en musique et tu vas qui défoncent. Ouais, mais je sais. Ah oui, ça défonce. Je les mets dans ma voiture, Gilles. Donc, tu vois, quand j'ai des trajets, c'était avant mon cours de guitare. Non, parce que moi, ça m'a frustré toute ma vie. J'ai fait du piano pendant plusieurs années, et ça m'a frustré toute ma vie parce que je voulais faire de la guitare, mais mes parents ne voulaient pas. Tu vois, mes parents, c'était Sardou, Trenet et compagnie. Tu vois, donc la guitare, forcément, ils voyaient ça avec des yeux un peu machin. Et là, ce soir, j'ai repéré quelques guitaristes là dans le chat. Hein. Nicky Lergus, il y a mon ami Tanguy. Ouais. Génial. Et alors, du coup, pour faire la petite parenthèse sur l'épopée Guitar Hero, ça a créé Guitar Hero, ça a créé Rock Band, et ça a créé un 3e jeu de musique qui, lui, est resté plutôt anecdotique, mais qui est assez fascinant, c'est Rocksmith. Et alors là, c'est une vraie guitare. Là, c'est une vraie guitare, c'est des cordes, c'est une vraie guitare. Ouais, tu branches ça, c'est bluffant. Alors, c'est pas les mêmes prix, hein, bien évidemment. Je crois que la guitare vaut 300 balles. On n'est plus dans le plastique de Rock Band ou de Guitar Hero. On est là, c'est avec les cordes, les cours, et c'est plutôt bluffant. Alors moi, j'ai jamais essayé, mais j'ai des copains qui sont guitaristes et qui ont été cherchés pour tester. Tu vois, qui ont des blogs, qui ont fait des critiques dans le milieu du jeu.
Et ils disent que c'est vraiment bluffant. Hein. C'est Ok. assez inattendu. Ok. Alors ça, c'était la partie guitare, hein, parce que après, tu as eu autre chose. Hein, et il y a eu des choses qui ont été faites avec des platines de DJ, notamment Activision a vu le filon musical et s'est dit, eh ben, on va faire DJ Hero, qui est une extension de la marque Hero musicale de chez Guitar Hero. Et là, pareil, tu as les grands DJ, des grandes boîtes de nuit. Voilà, tu vas avoir le gars d'Akasan, tu vas avoir les Daft Punk, tu vas avoir Bob Sinclair, tu vas avoir David Guetta. Ils ont fait la même chose avec une énorme platine de DJ, avec passer les trucs. Et ça marche vachement bien, c'est bluffant. Hein, c'est bluffant. Okay. Mais je te dirais que le truc de DJ, c'est plus proche de la réalité. Eh oui. J'en parlais avec mon cousin qui est DJ. Et il me dit, c'est vrai que c'est bluffant. Alors, c'est pas aussi complexe, hein, bien évidemment, parce que les DJ sont souvent critiqués, hein, bien évidemment. Ils passent juste des trucs, tu vois. Mais t'en as qui composent. Pour tourner 2 boutons, ça va, quoi. Tu vois, voilà. On est d'accord. Va jouer comme Hendrix et puis après. On est d'accord. Voilà. C'est clair. Ouais, je dis ça parce que j'ai aussi mon beau-frère qui est DJ, mais lui, par exemple, il joue de la musique, il fait du piano, il fait de la guitare. Il fait plusieurs instruments, mais il est DJ, tu vois, parce qu'il compose ses musiques à la base. Et puis après, voilà. Je complémentaire. Mais tu as raison. Il y a beaucoup de DJ. Je mets pas en doute le DJ de la buvette à Lulu. Non, mais les DJ, en fait, je connais très bien Corti, par exemple. Il a à part qu'il est complètement fou, il a une grande culture musicale, en fait. Ils ont une grande culture musicale. Ouais. Après, c'est de la technique, de la technicité. Voilà. Je fais une différence quand même. Pour moi, je fais mais c'est pas Hendrix, entre la musique électronique, si tu veux, qui est juste du son qui est déjà enregistré, en fait. Tu vois, c'est juste de l'assemblage. C'est pas, organique comme tu peux avoir cette relation avec une guitare, par exemple. Là, tu vois, dans le bunker, j'en ai 4 là en face de moi. Voilà, j'en prends tous les jours, j'en utilise tous les jours, ça me fait du bien. Et puis c'est quelque chose en fait que tu te perfectionnes et c'est dur aussi. C'est dur. Il faut passer du temps. D'ailleurs, quand tu vois l'un des papas, Giorgio Moroder, un peu le créateur de la musique électronique, comme tu dis, c'est plutôt de la recherche et de la culture pour composer, bien évidemment, les œuvres. Après, on n'aime pas, c'est très subjectif ça, mais on peut reconnaître quand même le travail créatif que certains compositeurs. On parlait des musiques de jeu des années 80-90, qui étaient effectivement des musicalités très courtes sur peut-être une quinzaine de notes maximum, tu vois. Mais il y avait quand même la réflexion il y a eu une réflexion, il y a eu de la recherche. Parce qu'elles sont, moi, je ne crois pas au hasard. La musique, le thème de Mario ou le thème de Zelda sont des musiques. Quand tu vois, par exemple, la fabuleuse reprise au flamenco à la guitare que je t'ai mis de Gerudo Valley de Zelda. Ah, je l'ai. J'en parlais avec mon prof, donc qui a 25 ans de guitare, de chant, de piano, de tout. Donc il a son groupe et tout, tu vois. Et il me disait, bon, là, même moi, il va falloir que je travaille, que je répète à mort. C'est pas. Donc, il y a ce truc-là qui est intéressant de se dire que ces compositions musicales, elles n'ont pas été faites par hasard. Il y a quand même un talent créatif et puis un peu de chance, j'imagine aussi. Il en faut toujours. Mais quand tu vois, moi, ce genre de composition, je trouve ça fantastique. Et pour moi, tu vois, je suis pas tu vois, moi, le flamenco, c'est pas ma cam, hein, franchement. Moi non plus. Moi non plus, mais c'est une grande technicité au niveau guitare aussi. Voilà, c'est une grande technicité. Ah ouais. Est-ce que le mec joue? Il faut jouer, hein. Il faut y jouer, hein. Pour moi, Gerudo Valley, qui pour moi une des plus belles compositions musicales du jeu vidéo. Que ce soit en électronique, en électrique, au piano, à la guitare sèche, c'est vraiment une musique assez extraordinaire. Et lui, là, il l'a fait. Je trouve qu'au flamenco, il l'a fait vraiment incroyablement bien. Mais bon, après voilà, voilà, faut faire. Tu vois, on a fait, on a montré pas mal de styles différents. On peut en parler des heures, hein, parce que
Ouais. J'adorais moi parler avec des musiciens aussi parce que c'est fantastique. Il y a vraiment un travail sans fin et je pense que la composition dans le jeu vidéo, ça ne fait que commencer concrètement aujourd'hui. C'était les 10 années qu'on vient de passer, c'était juste d'apprendre un peu à se connaître. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a une marge de Ouais. progression là qui est immense. Ouais. Parce Exactement. que, en fait, si ça génère de l'argent, ça va générer des talents, ça va attirer des talents, pardon, et ça va générer peut-être aussi de nouveaux talents. Alors en espérant que ça reste créatif et que ça reste comme ça l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment de tout et qu'on finisse pas comme l'industrie du cinéma qui a quand même une composition trop musicale uniforme. trop uniforme. Trop uniforme. Ouais. C'est pour ça que quand tu as un film qui sort du lot avec une musique, tu dis waouh, putain, ça fait du bien parce que alors d'écouter toujours les mêmes nappes sonores. Alors pour terminer, tu vas me commenter Death Stranding. Pourquoi tu m'as balancé ce trailer là qui est proprement hallucinant, hein. Vraiment, je te dis, je suis resté scotché sur l'écran. C'est déjà l'histoire. Enfin, c'est prenant. Rien que la voix off et. Ouais. Pourquoi j'ai choisi ce trailer? Parce que c'était pour la musique ou c'était pourquoi tu m'as mis Je t'ai mis alors pour la musique et l'œuvre parce qu'en fait la musique d'Apocalypta, qui est un groupe connu suédois ou norvégien, ce que je veux dire, c'est que là ils ont eu l'opportunité de rayonner à l'international. Ils font de la musique en fait sur des instruments classiques, hein, violoncelle. Oui, voilà. tout à fait. Et ils font de la musique métal en fait. Métal. Et quand Kojima est allé les voir, avec Mads Mikkelsen qu'on voit, qui est l'acteur très connu de Hannibal et autres, parce que je crois qu'ils sont natifs du pays de Mads Mikkelsen. Hein. Parce que lui aussi, je crois qu'il est norvège ou suédois. Donc en fait, ou finlandais, je ne sais plus. Mais Kojima est allé les voir et leur a dit, écoutez, voilà, je vais faire un trailer qui sera pour votre musique. Je veux celle-là. Et là, on dit, OK, on va retravailler, on va regarder ce qu'on peut faire, comment on travaille ensemble. Ça s'est fait très, très rapidement. Et ils ont été en rupture de stock, je crois, 10 jours. Ah bon? Une fois que le trailer a été montré. 10 jours rupture de stock. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont vendu presque 600 ou 700 000 exemplaires derrière de ça en téléchargement. C'était énorme. Il y a eu un article qui est sorti au Japon. C'était énorme. C'est ça la musique qu'il y a derrière. Hein. Exactement. Et elle va tellement bien avec le propos du jeu. Où tu vois, je te disais, ce fameux personnage qui se retrouve seul dans cette Amérique qui n'est plus, dans ce monde qui n'est plus. Et tu dois livrer ses caisses à travers ce monde. Qui est le renouveau de la survie de l'humanité quelque part. J'en dis pas trop parce que tu nous en avais parlé de ce jeu déjà. Tout à fait, ouais. Et tu vois, regarde, Léa Seydoux, actrice française, hein, tu vois, qui est là, tu regardes son visage, tu dis bon, ok. Le travail derrière, c'est pour ça que je voulais te montrer parce que le jeu est absolument bluffant, quoi. C'est vraiment bluffant dans son propos, dans ce que Kojima a essayé de faire. C'est un jeu qui a dû coûter au moins 150 millions. Au moins 150 millions. Avec son marketing et tout, hein, bien évidemment. Tu vois, les acteurs, là, tu as Guillermo del Toro à gauche, qui n'est pas n'importe qui. À droite, tu as Sam Redus. Non, c'est... Ouais. Bon, après, c'est Kojima, on apprécie ou pas, mais c'est définitivement un très grand. C'est un très grand, le bonhomme. Hein. Un très grand. Parce que quand tu connais comment ça fonctionne pour avoir... à Hollywood, pour avoir des noms d'acteurs comme il a dans son jeu, c'est compliqué. Hein, parce que tu sais, le cinéma a quand même toujours une position confortable, surtout en Californie, et il regarde toujours un petit peu de haut le jeu vidéo. Toujours, malgré qu'ils se sont fait manger, mais il regarde toujours de haut.
parce que c'est des vieilles institutions. Creative Artists Agency ou William Morrison DeVore, ce sont des très très vieilles institutions d'agents et ceux qui gèrent tout. Et Kojima, quand il rentre chez Creative Artists Agency, les gens se plient, se plient. Parce que lui, il a fait changer l'industrie. Il a dit, moi, je veux Harry Gregson Williams pour ça. Je veux Kiefer Sutherland pour faire la voix de Snake dans Metal Gear Phantom Pain. Je veux elle, je veux lui, je veux machin. Moi, j'ai fait une soirée avec Hideo Kojima. J'ai pas pu discuter avec lui. Il était avec nous dans un groupe d'amis à Las Vegas, la fameuse soirée des Game Awards. On est allés manger tous ensemble. Alors moi, j'étais le petit français. J'étais pas le seul français. J'avais Christophe Balestra avec moi, qui est l'ancien vice-président de Naughty Dogs. Il y avait Roux Uesa Soria, qui est aussi un très 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 gros créatif de Ready at Dawn, qui a fait The Order. Et j'étais avec Greg, mon RP. Je me suis retrouvé dans cette table avec des mecs, avec Geoff Keighley, Hideo Kojima. C'est là que j'ai rencontré aussi Yamaoka qu'on n'a pas parlé ce soir. Yamaoka, très 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 grand compositeur de musique de jeu, Silent Hill notamment. Yamaoka est quelqu'un d'extraordinaire doué, d'une gentillesse extraordinaire, qui parle en plus un petit peu anglais, qui fait toujours des efforts et tout, ce qui est quand même très sympa, parce que les Japonais sont pas du tout à l'aise avec l'anglais, ou te faut croire qu'ils ne le sont pas, genre Kojima par exemple. Kojima ne parlera jamais un mot d'anglais, mais il le parle très bien. Ah ouais. Il domine, en fait, la conversation comme ça. Ouais. C'est très japonais ça, de garder la main. Ouais. De laisser l'autre dans la position difficile. Ouais. Ça, c'est Kojima. Mais bon, il faut croire que ça lui a très, 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 très bien réussi parce que du coup, il a réussi à faire ce qu'il voulait depuis 30 ans maintenant. On va voir son prochain jeu. Il est dans une situation un petit peu délicate parce que le fameux Death Stranding que je t'ai montré ne s'est pas vendu à la hauteur de ce que Sony espérait. Okay. Et donc, du coup, Sony n'a pas l'air très motivé de refaire un jeu avec Kojima parce qu'ils savent que quand tu fais un truc avec Kojima, c'est au bas mot 100 millions, 150 millions de dollars. Ouais. C'est un gros investissement. Ouais. C'est un très gros investissement. Donc, je pense que c'est Microsoft qui va tenter l'aventure avec Hideo Kojima parce que, Microsoft, je pense que c'est Microsoft parce que le patron actuel, Phil Spencer de la branche Microsoft, il a checké, il a dit, moi, je veux les créatifs. Venez vous amuser chez nous. Nous, on a checké, les gars. On a checké. Voilà. Et merci, Nico. C'était un bel épisode et qui a tenu toutes ses promesses. Donc, beaucoup de belles surprises. Ouais. On a quoi la semaine prochaine, Gilles? Épisode 8, c'est le jeu vidéo est-il violent? Polémique, PJ. Parents déconnectés, y a-t-il un lien entre les mots de nos sociétés et le jeu vidéo? Ça a bastonné alors Ça va casser des bouches la semaine prochaine. Ouais, ok. On parlera de l'addiction aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont demandé je crois parler de l'addiction. Dans mon développé, c'est dedans. Oui, c'est dedans, bien sûr. Ça va peut-être le premier épisode un peu. On va mettre le doigt dans le caca, comme disent certains. Il y a Antoine ça sera la punchline de l'épisode. J'ai joué à GTA, j'ai fait une tuerie de masse dans la rue. Les sensations sont très bien retranscrites aussi. Voilà. Vous avez beaucoup parlé par rapport à Guitar Hero. Voilà. Kenergus, toujours lui. J'ai fait de la guitare, j'ai joué à plusieurs Guitar Hero. Les sensations sont très bien retranscrites. Ouais, c'est vrai. C'est quand même bluffant. Alors, c'est pas aussi technique. Mais ça demande quand même des compétences, des souplesses de doigts, parce que la guitare, c'est quand même des souplesses de doigts, tu vois, ton maintien de ton pouce derrière pour faire tes pressions sur tes cordes et tout, c'est quand même, voilà. Après, je pense, je suis d'accord avec Kenergus aussi, quand tu es habitué à la guitare électrique, ça doit être difficile peut-être de te mettre à Guitar Hero. Ouais. En tout cas, lui, je réussis mieux Highway Star de Deep Purple avec une vraie guitare que sur Guitar Hero. D'ailleurs, j'ai vu des guitaristes, je crois que c'est Dave Mustaine de Megadeth, qui justement faisait une espèce de challenge avec un joueur de Guitar Hero qu'il a battu à plat de couture, en fait. Lui, créateur du morceau, du titre, tu vois. Donc, comme quoi, c'est vrai que je crois que j'ai vu cette vidéo. Voilà. Ouais. Non, mais t'as des geeks, hein. Moi, je te dis, t'as des mecs qui ont les yeux bandés et qui c'est pas possible.
Je sais pas comment ils font. Ils ont refait. Ah, t'as des gens très doués, hein. T'as des gens très doués. Moi, je fais pas partie de cette catégorie-là, pas du tout. Merci Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi, Gilles. Merci à tous, hein. C'était encore un vrai plaisir.